êtes probablement, logiquement, la personne que nous devons désigner pour pouvoir en parler. Merci beaucoup. Merci. La ZES qui est représentée par moi. Donc, je suis M. Ogi Bolanga, je suis le chargé de mission de l'Agence des zones économiques spéciales. Sans plus tarder, pour parler des zones économiques spéciales, d'une manière simple, une zone économique spéciale est un territoire dans lequel l'État ou le gouvernement accepte d'accorder certaines facilités pour que les opérateurs économiques puissent travailler dans de meilleures conditions. Et souvent, les pays qui recourent aux zones économiques spéciales, pour la plupart, ce sont des pays qui sont en quête d'investissements. Pays, comme vous connaissez très bien l'histoire récente du Congo, le pays a connu beaucoup de problèmes. Et c'est justement après plusieurs études que finalement le gouvernement avait décidé de recourir à la stratégie des zones économiques spéciales et un programme a été mis en place. Et c'est ce que nous sommes en train de suivre. Il y a un cadre juridique qui est déjà là. Il y a des mesures d'exécution qui ont été prises. Et nous sommes maintenant en train de chercher à opérationnaliser la première zone économique spéciale depuis le Congo. Voilà en bref, donc ce sont des espaces dédiés où l'État donne certaines facilités pour pouvoir doper l'industrialisation du pays. Voilà. Donc si nous comprenons bien, pour le profane que je suis notamment, une zone économique spéciale, c'est une localisation déterminée, donc un espace qui est déterminé, et qui vit sous un régime différent du reste du pays à destination des entreprises et des investisseurs. C'est bien cela? C'est exactement. Alors c'est une expérience, si je comprends bien, que l'Angola connaît déjà. Elle est déjà en avance sur la RDC en ce qui concerne la mise en place des zones économiques spéciales, notamment avec celle dont vous présidez le conseil d'administration, Antonio, donc celle de Loi d'Abengo. Quel était le problème initialement? Quand la réflexion a commencé en Angola, est-ce que nous étions dans une réflexion analogue à celle de la RDC? Est-ce que nous étions dans une réflexion différente? Nous voulons comprendre quel est le problème finalement qui est à l'origine de cette réflexion et qui va aboutir quelque part à une réponse qui s'appelle zone économique spéciale. Merci un peu la définition globale, parce que c'est une définition acceptée par tous. Mais aussi, il faut ajouter que la zone économique spéciale a des avantages par rapport à des attributs qui ont été reconnus comme compétitifs et aussi à une localisation qui permet, quand les conditions sont là, de prendre des avantages accélérateurs de sa participation dans l'effort de diversification de l'économie, comme c'était le cas de l'Angola. Aussi, c'est important de dire que même si on avait déjà des conditions d'infrastructure qui sont plutôt les défis que vous avez sur place maintenant, c'est plutôt aussi d'avoir du debout des conditions qu'on veut mettre en place. Et c'est exactement sur c'est cet axe que le gouvernement angolais dans un moment, on nous a nommé comme président comme membre du conseil d'administration. Et aussi, dans un prochain pas, on a été nommé comme président de l'agence. Ce sont deux entités complémentaires et pour réduire le poids qu'on reconnaît dans nos pays de la bureaucratie et des autres mal qu'on ne veut pas que ce soit sur place pour les investisseurs, il faut qu'ils marchent ensemble. Et dès qu'on a fait ça, dans les dernières 2 années, on a réussi à avoir pour... Nous devons comprendre, vous avez prononcé quelques mots-clés, qui sont diversification, stratégie, notamment. Aujourd'hui, quelles sont les solutions que nous attendons quand nous parlons zone économique spéciale? Nous avons un premier cas, un pilote qui est en train d'être mis en place, mais nous en attendons d'autres. Ce n'est pas la seule zone économique spéciale. Peur de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les industries qu'on va créer dans ces zones économiques spéciales, il faut qu'on en fasse des industries à haute valeur ajoutée qui sont des stimulants à des nouvelles économies. Aujourd'hui, on parle de l'industrie minière, on parle de l'agro-industrie, on parle des emballages. C'est le début parce qu'on est encore au fondement, mais avec le temps, il faut qu'on puisse mettre des industries à haute valeur ajoutée dans ces zones économiques. Donc, ce n'est pas la panacée, mais on pense que c'est un premier pas vers l'industrialisation et un premier pas vers un compromis entre ce qui est en train de se passer, la révolution numérique, et le fait que la RDC doit être industrialisée. Voilà un peu le contexte et le cadre que nous pensons donner. Des échanges pour que nous puissions terminer avec l'agriculture et les conclusions, mais nous sommes encore bien loin de là. Et avant d'y parvenir, j'aimerais justement rebondir sur un point que vous avez évoqué, Émile,
vous avez dit nous avons choisi des secteurs spécifiques. Alors, serait-il possible d'en savoir un peu plus de quel secteur il s'agit? Et je pense qu'ici, ce que nous voulons également peut-être comprendre, peut-être par simple curiosité, mais c'est également l'avantage de vous avoir entendu à la table, pourquoi ces secteurs et pas d'autres? Construction, tout ce qui est valorisation minière, les métallurgiques et les emballages. Maintenant, le choix des secteurs, je pense qu'on a un spécialiste à côté de moi. Je crois que par rapport à ce que le conseiller a dit, les secteurs ont été choisis en tenant compte surtout des ressources dont disposent les pays. Alors, rappelez-nous rapidement les secteurs en question, s'il vous plaît. L'agro-industrie, L'agro-industrie, matériaux de construction. emballage, Il y a les secteurs pharmaceutiques aussi. pharmacie, Pharmacie. Bon, nous parlons maintenant aussi, comme on est maintenant dans un monde qui est en train d'être numérisé, nous parlons aussi de la mise en place de ces infrastructures. d'accord, donc on parle également d'une Silicon Valley, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Très bien. Donc, 5 secteurs. Alors, retenus pourquoi, comment? Juste pour comprendre par curiosité. La stratégie du gouvernement. Vous savez, les zones économiques spéciales ont d'abord été conduites par le ministère de l'Industrie. C'est comme ça que dans le cadre de la politique générale de l'industrialisation, le ministère de l'Industrie a mis en place un document de politique et de stratégie industrielle. C'est dans ce document de politique et de stratégie que sont déclinés les secteurs clés de l'industrie du pays. Et c'est comme ça que pour commencer, on a choisi ces secteurs-là afin de pouvoir donner des solutions aux problèmes qui se posaient. Parce que vous savez, pourquoi on a mis par aujourd'hui, vous savez que ces pays, on importe presque tout. Les chiffres, disons les statistiques, nous prouvent qu'on dépense au moins 1,5 milliard chaque année pour importer la nourriture. Alors qu'on peut produire la nourriture sur place ici. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la zone économique spéciale, un des secteurs les plus importants, c'est l'agro-industrie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, avec la BAD, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place des zones de transformation agro-industrielle. Voilà, on peut en parler ici, parce que l'agro-industrie ajoutée va créer beaucoup d'emplois, parce que nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons tout ça. Donc nous pensons qu'avec ces secteurs-là, la RDC peut même conquérir d'autres marchés si nous arrivons à investir dans les chaînes de valeur. C'est la raison pour laquelle aussi, dans nos zones économiques spéciales, nous voulons que les zones économiques spéciales en RDC travaillent comme les zones franches pour pouvoir attirer les investissements étrangers, mais aussi d'autres marchés extérieurs. Voilà un peu la raison pour laquelle ces secteurs avaient été choisis. Mais monsieur le modérateur, il a parlé du secteur agro et on en reparlera. Oui. Mais je pense que c'est important, quand on fait des projections dans le futur, de penser à tout ce qui est valorisation minière et métallurgique. Parce que le concept derrière, c'est aussi comment créer des champions, comment créer ces catalyseurs. On a beaucoup d'opérateurs miniers qui viennent, qui travaillent, et on ne crée pas assez de chaînes de valeur. Donc on n'est pas encore au moment où ces zones peuvent se positionner comme des réceptacles, mais dans un avenir à court terme, l'idée c'est d'en faire aussi des réceptacles pour toute cette industrie de transformation, soit au niveau minier, soit au niveau métallurgique. Donc la zone agro, comme il a dit, c'est le short term, mais à moyen à long terme, il faut qu'on crée des valeurs ajoutées réelles dans des secteurs à impact comme l'industrie minière et métallurgique. D'ailleurs, s'il vous plaît, par rapport à ça, il y a 2 semaines, j'étais à Polésie et au Katanga, justement pour travailler pour la mise en place des zones économiques spéciales qui vont transformer localement les produits miniers. Niveau de compréhension, qu'est-ce qu'une zone économique spéciale? Et je vais être spécialiste. Une zone économique spéciale, c'est une zone géographique dédiée qui vit sous un régime différent dans la perspective d'attirer les investisseurs et les entreprises et en faveur de l'investissement et de l'entreprise. Dans le cas spécifique de la République démocratique du Congo, les ambitions sont à plusieurs niveaux. Il s'agit notamment des questions qui sont liées à la diversification de l'économie. Il s'agit également de créer les conditions les meilleures possibles pour répondre à des problèmes qui se situent en dehors de la zone économique spéciale et qui ne trouvent pas encore malheureusement leur réponse ou qui ne sont pas susceptibles de trouver leur réponse dans l'immédiat. Nous parlons notamment peut-être des questions qui sont liées à la perception du risque ou pas, aux questions qui sont liées notamment à notre classement dans le Doing Business et que nous pouvons traiter de manière assez rapide via ce type de dispositif. Et dans le cas spécifique de la République démocratique du Congo, nous avons choisi de pouvoir utiliser ces catalyseurs, comme vous dites, de valeur ajoutée, dans un premier temps et pour la zone, qui sont les infrastructures,
qui sont les emballages, le pharmaceutique et ce que nous pourrons appeler, je l'espère avec beaucoup d'ambition, notre futur Silicon Valley. De nous assurer que quelque part, chacun d'entre nous maintenant dispose de quelques outils pour pouvoir alimenter la réflexion que nous avons choisi de partager aujourd'hui ensemble. Alors nous vous rappelons qu'autour de la table, et notamment pour ceux qui nous ont rejoints un tout petit peu plus tard, nous avons autour de la table en tant qu'intervenants 3 experts, si je peux dire ça comme ça, et donc leur domaine de la République, et que M. Antonio da Silva, Enrique da Silva, lui, représente à la fois l'agence de promotion des investissements et des exportations angolaises, mais de la même... Alors, pour pouvoir lancer les débats, nous avons été faire un peu le stade où nous sommes actuellement en tant que nous, Makutano, nous poser peut-être ces questions et profiter de votre présence pour espérer pouvoir y répondre. La première, c'est quid de la mobilisation des capacités nationales qui sont considérées comme indispensables dans les stratégies, dans la plupart des stratégies, en prenant en compte notamment les dépenses et financières, globalement l'objet. Donc la zone économique spéciale, certes, mais si votre stratégie le prend en compte, quid des capacités nationales qu'il faut mobiliser dès lors que nous avons une forte dépendance technologique, industrielle et financière comme bon nombre de pays africains. Deuxième axe de réflexion que nous vous proposons, quid des perspectives dans le temps, déclinées non seulement en termes de calendrier, parce que la banque a fait un processus long, or nous savons que quand nous regardons tout simplement comment nous conduisons dans les rues de Kinshasa, nous sommes de nature plutôt impatiente. Donc est-ce que nous avons nous-mêmes réellement le calendrier peut-être plus ou moins long? Donc quid des perspectives dans le temps déclinées non seulement en calendrier à court, moyen et long terme, qu'est-ce qu'on a le droit d'attendre, mais également des résultats mesurables et qu'on retenu et qu'aujourd'hui mesure pour savoir si effectivement les choses fonctionnent dans le sens qui est attendu ou pas. L'ambition naturellement pour nous c'est de nous retrouver dans le prochain Makutano et d'en faire le bilan, pour le dire simplement. Quid des dispositions qui soutiennent l'investissement de qualité. L'investissement de qualité, c'est celui qui crée réellement de la richesse et qui redistribue de la richesse. Et de la même façon qui préviennent, donc l'investissement de qualité, qui prévient également les intérêts qu'on pourrait qualifier de catégoriels, c'est-à-dire finalement qui ne bénéficient qu'à une certaine catégorie de population. Et enfin, quid des mesures. Je vais rebondir sur la première, quelque part le premier axe, et je vais m'adresser à Antonio, puisque l'Angola a déjà, on va dire, non seulement fait aboutir la réforme, mais nous aimerions entendre quelque part votre réflexion ou une référence à votre expérience par rapport à ceci. Quid de la mobilisation des capacités logiques, industrielles et financières dont les économies africaines font encore globalement l'objet aujourd'hui dans le contexte des zones économiques spéciales, et pour autant que vous considériez, le cas échéant, que la mobilisation des capacités nationales est un prérequis ou un élément indispensable. Transformation économique. Dans ce cadre, en Angola, ce qu'on a vu pour les résultats obtenus, quand je dis les résultats obtenus et qui peuvent être considérés positifs dans une courte période de temps, on a dû constater qu'il fallait revoir la loi d'investissement privé. On a revu la loi il y a 2 ans. On a aussi, Angola a mis sur place un programme de développement. Et dans ce programme de développement et de diversification de notre économie, on avait plusieurs éléments. L'État a dû privatiser 195 actifs juste au moment pertençant à l'État. Et aussi, on a créé un programme de diversification avec 50 produits identifiés. Et ce sont ces produits-là maintenant qui viennent d'alimenter l'existence de la zone économique spéciale, qui doit aussi avoir sur place des conditions pour que les événements commencent à rouler d'une manière plus efficace et par rapport à l'exigence des investisseurs. Et quand je parle des exigences des investisseurs, du business, il parle aussi de la bureaucratie dans le temps que certaines activités prennent pour commencer à implémenter un projet. Alors, il faut... Congo, c'est un pays assez grand en surface. On a fait aussi la libéralisation du régime d'échange et on a dû améliorer l'environnement d'affaires. Capacité locale de développement de l'industrie.
Comment est-ce que nous faisons dès lors que la question du financement ou des sources de financement est une question qui vient. Deuxième intervention que nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui, en plus du cas de la zone économique spéciale, est celui du Rwanda, puisque nous avons l'énorme privilège d'avoir Madame la ministre Soraya Akuzia-Remie, vous m'excuserez Madame la ministre, qui est donc ministre du Commerce et de l'Industrie, et à qui nous souhaitions justement... Allô? Allô? Ah d'accord, autant pour moi. Et donc à qui nous aimerions justement poser exactement la même question, Madame la ministre. Quid, dans le cas du Rwanda, nous avons entendu dans le détail ce qu'il en est du cas de la zone économique spéciale de Luanda. Dans le cas du Rwanda, comment cette question a-t-elle été abordée? C'est la question de la mobilisation des capacités locales, au regard notamment des contraintes auxquelles la plupart des pays africains font face. Un tout petit instant, nous avons un petit problème de sono. Voilà. Można skakać? Właśnie chciałem sprawdzić, jak to wygrali z takimi zewnętrznymi. Dobra. To zacznijmy od Ciebie. Juste un instant, s'il vous plaît. Jestem z Night City, a konkretnie z Hayward. Comment nous travaillons au niveau de l'agence de zone économique spéciale. Avant de répondre, je voulais revenir sur ce que notre frère de l'Angola a Est-ce qu'on peut faire circuler le micro, s'il vous plaît? Merci à la beaucoup. mobilisation des ressources nationales. Bon, il est vrai que nous sommes en train de préparer les choses de telle sorte que les secteurs privés congolais, d'abord, soient les premiers intervenants des zones économiques spéciales. C'est même la raison pour laquelle, dans la loi sur les zones économiques, dans la loi, sérieusement, un problème de formation, nous sommes en train de promouvoir dans les zones économiques spéciales la création des académies. Dans les zones économiques spéciales, il y aura un espace qui sera réservé à la mise en place des académies pour former d'abord des travailleurs, ceux-là qui vont œuvrer dans les zones économiques spéciales, même aussi qui pourront œuvrer aussi ailleurs. Parce que nous avons vu cette expérience-là quand nous sommes allés dernièrement en Égypte. Nous voyons que ça marche. Les Égyptiens, dans les zones économiques spéciales, ils forment des jeunes. Il y en a qui trouvent directement l'emploi dans la zone, il y en a aussi qui vont aussi travailler ailleurs. Tout ça, c'est pour aider un peu à faire que ces zones économiques spéciales puissent vraiment concerner les populations congolaises. Alors, par rapport aux perspectives, alors, comme j'ai dit, en RDC, ce que nous sommes en train de faire, comme j'ai dit, donc, l'État ne crée pas des zones économiques. Tout est laissé d'abord au privé. Nous, en tant qu'agence de zone économique spéciale, nous évaluons les entreprises de commission qui existent. Il y a des critères. Si une entreprise a au moins, par exemple, 250 hectares de terrain, il peut venir solliciter les statuts des zones économiques spéciales. Ça, c'est parmi les conditions de fonds, pardon, de forme. Mais dans les conditions de fonds, nous devons maintenant vérifier est-ce que cette entreprise-là ou ce consortium-là a des moyens, peut-être la tête de l'entreprise, mais on peut faire des partenariats. On peut s'associer avec d'autres, des opérateurs en tel secteur qui peuvent aller avec moi pour vous construire votre dossier. Vous venez demander le statut des zones économiques spéciales. Et par rapport aux indicateurs aussi, il faut parler aussi de l'environnement. Parce que vous savez aujourd'hui, le respect des aspects environnementaux font partie aussi des éléments clés lorsque nous décidons de donner des statuts de zones économiques spéciales. Nous tenons compte aussi de tous ces éléments-là. Un autre critère aussi, c'est... Alors, Guy, permettez-moi. Oui. Donc, nous allons vous demander, s'il vous plaît, de revenir, si c'est possible, très succinctement, avec un échéancier qui peut nous amener peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans, pourquoi pas. Mais que nous ayons une idée, nous, qui voyons les choses de l'extérieur, de la façon dont nous pouvons voir les choses évoluer. Là, je vais parler concrètement de ce que nous sommes en train de faire. S'il vous plaît. Parce qu'il y a une zone privée, une zone. Nous avons signé un partenariat depuis le 28 janvier. Et dans le cadre de cette zone économique spéciale-là, nous avons 2 ans, dans l'année 2020 et 2021, malheureusement, l'année 2020 a été mal impactée par le coronavirus. C'est-à-dire nous mettons en place des infrastructures de base. Nous signons pour 25 ans. C'est une concession de 25 ans. Et c'est à partir de la 20e année, donc à partir de la 10e année, que nous commençons à faire les premières évaluations. Pour savoir si l'aménageur a tenu promesse par rapport ses promesses par rapport à ses engagements. Voilà un peu comment... Alors en synthèse, oui. pour nous qui sommes...
Dans 2 ans, nous savons qu'a priori, nous pourrons passer à Maluku et constater que la zone économique spéciale dispose des infrastructures nécessaires de départ. Quelques années plus tard, vous dites 10 ans, c'est bien ça? Oui. Nous serons en droit de suivre à la télévision un rapport, probablement de votre agence, qui nous expliquera les performances de la zone économique. Selon les indicateurs, je pense que la question ne manquera pas de revenir. Quels sont les indicateurs que vous prendrez au bout de 25 ans, avec quelque part cet avis, cette revue à mi-parcours? Mais j'ai promis qu'on allait revenir dessus, pas seulement parce que ça m'intéresse personnellement, aussi parce que je crois que je ne peux pas me permettre de monopoliser la parole et qu'il y a certainement beaucoup de questions dans l'Assemblée. Je pense que le cadre est bien posé, mais pour revenir à la question initiale, quid de la mobilisation des capacités? C'est la question que nous souhaitions également adresser à Madame la Ministre. Mes salutations de Kigali. C'est un plaisir, un honneur pour moi de pouvoir partager l'exemple du Rwanda dans le développement des zones économiques spéciales. Ça commencera le 1er janvier 2021. Je pense qu'il est important d'échanger sur nos politiques d'industrialisation et sur les stratégies mises en place par les différents pays de vraiment mettre l'accent sur la transformation de nos matières premières et de pouvoir échanger nos produits et nos services en conséquence. En ce qui concerne la stratégie du Rwanda, le Rwanda a supérieur en 2035, donc dans 15 ans. Et pour cela, nous avons mis en place des politiques de réforme, une politique d'accélération du développement de notre secteur industriel qui aujourd'hui... On parle d'industrialisation, agro-industrie, quid de l'énergie? Quid de l'eau, puisque l'un des intervenants, je ne sais plus lequel, a parlé de réduire notre dépendance à l'extérieur. Quid, est-ce que c'est un choix stratégique d'avoir pas pensé au testing alors que c'est un... Alors, à qui est-ce que vous adressez votre question? Je pense que j'adresse ma question aux membres de la présidence et également de la zone industrielle. Il est opportun de rappeler que non seulement nous avons les membres de la présidence, nous avons également autour de la table d'autres participants qui sont probablement experts et parfois appliqués, mais nous avons également à apprendre peut-être de comment ces questions ont été traitées justement dans le cas de l'Angola, puisque nous sommes là, et également Madame la Ministre peut, le cas échéant, certainement ne manquera pas de nous apporter également des éclairages sur ce qui a été fait au Rwanda, si nous le jugeons opportun. S'il vous plaît. Merci en tout cas, mais je pense que ces questions, nos collègues du Rwanda certainement et de l'Angola ont certainement résolu ce problème. Si c'en est le cas, comment ils ont traité le problème énergétique? Parce que ça demande toutes ces zones, c'est des projets énergétivores, et comment suivi. Donc c'est plaisir, voici mes questions. Et les autres peuvent répondre et contribuer. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le Made in DRC. C'est très bien. Alors nous avons, si j'ai bien compris, vous souhaitez d'abord réagir. Le président du comité de direction de la compagnie de gestion de Maluku, qui est la société qui a gagné le contrat de gestion de la zone économique pilote de Maluku. Donc c'est le fruit d'un PPP entre le gouvernement et un partenaire privé, la firme Strategos. Et moi j'en suis le représentant, donc c'est nous qui avons le contrat d'aménagement de la zone, d'un point de vue privé. Donc pour répondre à ta question au niveau de l'énergie et de l'eau, il faut bien comprendre que la zone économique de Maluku c'est 211 hectares. Sider et à la SNEL, vers Maluku. Ceux qui vont à la Socider, ben ça c'est la zone économique de Maluku. Attenant à ça, on a une centrale de la SNEL qui est en capacité en haute tension à 2 fois 75 MW. Et nous avons prévu, et c'est en haute tension, nous avons prévu à l'intérieur de la centrale de la zone économique maintenant, d'y mettre une unité de production, de transformation de haute tension vers la moyenne tension et la basse tension. Ça c'est un. De deux, on a parlé d'environnement. L'âge de la régie des eaux, je crois qu'il fait 5000 m3 par jour et c'est absolument pas suffisant. Et le plan est bien sûr de pouvoir en augmenter la capacité. De tout ce qui est eau usée, des déchets et le recyclage. La première, certainement, mais j'ai quand même un doute. Permettez-moi d'avoir ce doute. Oui, oui. Je travaille avec le secteur minier. Est-ce qu'on a un micro de façon qu'on soit... Par rapport à l'énergie, je reste sceptique. J'ai un doute parce que nous avons ici le secteur minier en RDC, monsieur venez du là-bas. 80% des clients, c'est le secteur minier. Et on n'a pas résolu le problème de l'énergie. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Comment allons-nous développer en 10 ou en 20 ans si le secteur énergétique n'est pas réellement
smart et mesurable, parce qu'on a déjà des miniers qui sont là, qui souffrent. Actuellement, nous sommes attenants à la SNEL. Ils ont une capacité de 150 MW qui n'est utilisée qu'à 5% actuellement, pas plus par mois. J'y étais, j'y vais très souvent, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc les deux centrales qui sont là sont totalement, elles ont assez de capacité. Ce que nous avons prévu de construire dans la zone, n'oubliez pas que quand même l'investissement privé, c'est de 104 millions de dollars. Donc je pense qu'avec 104 millions de dollars en investissement, il y a moyen quand même de monter quelque chose qui permettrait d'alimenter la zone, mais surtout de vendre le surplus en dehors de la zone. Ça fait partie des plans sur lesquels nous avons travaillé. Très bien. Non, elle est pertinente. Elle est pertinente. Monsieur Ndinger a répondu de manière spécifique, mais il est clair que d'un point de vue stratégique, il faut prendre en compte cette composante. On a parlé de 5 zones économiques, requis, et c'est une condition sine qua non que les réflexions qui doivent être faites au niveau de l'État, on doit intégrer ce facteur, non seulement dans le choix de la zone, mais dans le lancement des travaux. La question, c'est maintenant comment trouver un compromis entre le prix d'une zone économique acceptable et quelque chose qui répond à ces conditions-là. Parfois, on prend des raccourcis, mais encore une fois, la question est pertinente et elle va nourrir une réflexion qu'on mène sur ce sujet. L'économie spéciale de Maluku, il y a effectivement tout un pan de la zone qui est prévu à ce que nous on appelle l'industrie légère, qui est donc effectivement le textile et certaines industries de transformation. Très bien, s'il vous plaît, de vous présenter. Ma question, c'est plutôt pour le Rwanda, parce que je pense que parmi les 3 pays, c'est le pays le plus avancé dans ce processus. Madame la ministre, je ne sais pas si vous nous entendez. Je ne sais pas si Madame la ministre m'écoute. Oui, tout à fait, je vous entends. Moi, je n'ai pas entendu parler ici, enfin, on a parlé un petit peu de l'environnement, mais je sais que les bonnes pratiques de ce genre de projet, c'est les études d'impact environnemental. Je ne sais pas si la RDC, je sais que l'Angola l'a fait, parce que moi j'étais même au directeur national de l'environnement et j'étais appelé pour le faire. Et je ne sais pas si le Rwanda l'a fait, mais si oui, quels sont les principaux éléments qui ont sorti de ça? Parce que la question que madame a posée, cette étude-là aurait répondu. Mais dans nos pays, je dis dans nos pays, nous avons, disons, la mauvaise habitude de ne pas le faire. L'environnement, c'est important après, mais c'est avant. Donc j'aimerais bien savoir si ça a été fait et quels étaient les résultats. Merci. Alors, merci beaucoup, mais Madame la Ministre, avec votre permission, je vais d'abord accorder un droit de réponse à nos experts nationaux, notamment parce que le temps court et qu'il est important de pouvoir ramener naturellement. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Justement, par rapport à sa question, c'est qu'en RDC, ça fait partie des conditions. Avant d'octroyer des zones économiques spéciales, nous devons vérifier qu'il existe un certificat délivré par l'Agence congolaise d'environnement. C'est-à-dire que l'opérateur économique qui vient solliciter des zones économiques spéciales doit avoir dans son dossier un certificat. Il doit avoir au préalable mené cette étude-là. Pour le cas de Maluku, par exemple, nous avons mené cette étude avec les concours d'un cabinet français, le cabinet Artelia, avec qui nous avons travaillé pour faire l'étude d'impact environnemental de Maluku. Donc, l'environnemental. Très bien. Je pense qu'on a répondu à votre question particulière en ce qui concerne justement les impacts environnementaux en Angola. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement un mot? Dans le sens que, si on est en train de parler d'un projet privé, c'est un projet surtout bancable. C'est-à-dire que dans son business plan, on a dû prévoir certaines opportunités, pas seulement pour ceux qui vont s'établir en tant qu'industriels, mais aussi dans la préparation des conditions pour qu'ils viennent. Alors l'opportunité aussi dans la création des infrastructures de qualité dans le secteur de l'énergie. Et c'est un des espaces que du moment où on lance la zone économique spéciale comme un projet, qu'on peut inviter de plus. Est-ce que nous pouvons avoir un nombre d'éléments qu'il peut prendre et on est soit en éléments qu'il peut réellement actionner de l'environnement. Je comprends et je suis l'évolution du projet. Donc, si vous le voulez bien, Antonio, avant de revenir sur cette contribution qui est très importante et sur laquelle nous comptons, est-ce qu'il serait possible d'avoir juste en 1 minute maximum l'expérience en matière environnementale du cas de Luanda, s'il vous plaît. A surtout été comme une obligation légale.
C'est-à-dire qu'on a mis sur place des lois de protection de l'environnement basées sur les standards internationaux, où on a obligé tous les opérateurs de se soumettre dans ce cadre pour l'implémentation du projet. Et comme a dit le docteur Seydas, dans le cadre de la zone économique spéciale, ça a été fait à la base. C'était implémenté du début pour qu'on ne puisse pas avoir de problème après. Et on a chaque cadre de charger par rapport à tout ce qu'il y a comme promotion des investissements et en particulier tout ce qui est zone de libre-échange, est-ce que c'est possible d'envisager une sorte de création des champions? Parce qu'on est en train de parler de création de champions, on parle de promotion de l'entrepreneuriat. Qui sont ces Congolais-là qui vont réunir facilement 100 millions de dollars? Des références des zones économiques spéciales faites en PPP. Quand nous cherchons l'aménageur, dans les thèmes de référence, nous prenons toujours aussi que l'aménageur puisse avoir un partenaire localement. Ça aide quand même aussi à renforcer les capacités de Congolais. Parce que les problèmes qu'on a connus, c'est quoi? Si vous prenez les cas de la loi agricole, dans la loi sur l'agriculture, on avait donné, je crois que cette loi jusque-là n'est pas encore appliquée. Justement pourquoi? Parce qu'on avait voulu donner plus d'importance à l'actionnaire congolais, mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Ça fait qu'aujourd'hui, on revient encore au Parlement pour demander à ce qu'on puisse changer les choses. Mais je crois que la solution a été trouvée au niveau de la loi sur la sous-traitance. On dit au moins pour la sous-traitance, au moins on comprend. C'est à un niveau un peu plus bas. Mais au niveau où, pour les investissements qui sont trop capitalistiques, là, ça risque d'être trop difficile si on doit seulement chercher les Congolais. Je crois que les partenariats pourront aider à aller dans ce sens. On est un peu en désaccord parce que quand même il faut mettre vous parlez de gros investissements, c'est bien, mais encore une fois, il y a une chaîne de valeur qui existe déjà à un niveau plus bas. Et c'est très important de capturer effectivement à travers les partenariats, à travers la sous-traitance. Parce que s'il faut laisser seulement la place, parce que quand nous parlons de l'échelle de valeur, ça c'est déjà dans l'opérationnalisation déjà des choses. Mais nous parlons ici dans la mise en œuvre par exemple des zones économiques spéciales. Qui sont ces Congolais qui peuvent, parce que c'est un risque, c'est un risque. 126 millions de dollars, on a fait l'appel d'offres ici, on n'en a pas trouvé 5. Vous voyez un peu. Donc si nous devons chercher seulement les Congolais, on risque de perdre beaucoup plus de temps. Mais je crois que, comme vous le dites là, effectivement, nous pouvons toujours voir dans la loi, donner quand même une place aussi aux Congolais, en disant que par exemple, dans tel secteur, il faut qu'il y ait au moins un certain pourcentage, mais ne pas être gourmand, sinon on risque de perdre. Alors, pour faire en conclusion, nous partons sur ce principe. Les participants à Makutano sont certes vous, et naturellement le mot de fin vous reviendra au niveau de l'agence des zones économiques spéciales. Mais ce que nous voulons, c'est très rapidement, il nous reste maintenant un peu moins de 5 minutes, en 1 minute, quel est le message que vous nous communiquez pour que demain nous soyons dans l'action, pour que chacun ici se dise j'ai compris que ça me concerne et voilà ce que je dois faire pour en être, et voilà dans un an comment je vais en reparler au même Makutano, mais de manière très concrète. S'il vous plaît, Antonio. Bien, je voulais dire qu'on n'a pas de champion sans de championnat. Et chez nous, dans nos pays, on est en train de créer les conditions pour avoir des championnats. Et on ne peut pas se comparer à deux autres marchés déjà plus matures. On a donné l'exemple de l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il existait déjà des championnats. Et les championnats ont besoin de ressources. Et les ressources qui ont été là-bas, c'était plutôt des ressources financières et aussi avec les petites filières value chains, où c'est déjà possible d'intégrer la participation de locaux, de nationaux, et grandir avec ce processus. Et on va voir que très vite, dans 10 ans, les résultats seront là, et on voit ces exemples déjà dans les secteurs comme l'IT, où on a déjà des exemples de locaux, des nationaux, dans notre jeunesse, qui sont capables de... Beaucoup, Antonio. Madame la Ministre, 1 minute, s'il vous plaît, pour quelque part ce que nous devons retirer, nous, et rentrer dans l'action demain. Qu'est-ce que vous nous laissez pour l'échange d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense que je commencerai peut-être 30 secondes pour répondre à la question sur
l'environnement et le secteur industriel, et en affirmant qu'au Rwanda également, les études d'impact environnemental sont un must pour pouvoir avoir une licence d'investissement. Et dans ce processus, en fait, l'Agence nationale de protection de l'environnement fait partie du comité, mais également les différents zonings dans nos zones spéciales économiques. Deuxième chose, je pense, c'est le rôle du gouvernement ou des décideurs politiques, mais aussi du secteur privé, une collaboration, mais en commençant toujours, je pense, par les investissements au niveau des infrastructures par le gouvernement. Le Rwanda a investi plus de 30 millions de dollars dans le développement des infrastructures dans la zone spéciale économique de Kigali. Pour expliquer son expérience justement de la zone économique spéciale et de comment elle a pu capitaliser ou comment elle est en train de capitaliser. S'il vous plaît. Je crois que notre message, c'est en l'endroit du secteur privé. Seulement pour leur dire que le cadre a été déjà placé vers les zones économiques spéciales et l'État privilégie les partenaires publics-privés. Donc là-bas, il y a votre écran pour venir vers l'agence de zone économique spéciale et solliciter les statuts de zone économique spéciale en tenant bien sûr compte des critères qui sont prévus dans la loi. Makutaro de s'assurer que chacun des participants ici connaît l'adresse et les coordonnées du guichet de l'agence des zones économiques spéciales. Exactement. Il suffit d'aller à notre adresse www.azes.cd. Vous aurez beaucoup plus d'informations là-dessus. www.azes.cd. Très bien. Alors, le mot de la fin, nous devons impérieusement clôturer. Émile, la présidence de la République, s'il vous plaît. Je vais juste dire une chose, c'est rêvons grand, mais restons éveillés face à nos réalités. Je pense qu'il faut faire des baby steps et pilote. On a une zone pilote, c'est l'occasion, et je suis vraiment très content qu'on ait un opérateur privé ici, c'est l'occasion d'ajuster, de corriger et d'avoir un proof of concept qui va nous permettre d'avancer. Je pense que notre présence témoigne du fait que la volonté politique y est, qu'il y a un engagement, et il faut avoir un dialogue perpétuel, un dialogue avec les opérateurs, comme vous le faites ici, et avoir une réelle feuille de route. Et cette feuille de route, je pense qu'il est temps de... Alors, cette table ronde s'arrête ici. Naturellement, les échanges peuvent continuer, c'est ce que nous espérons. Elle est directement suivie par une table ronde sur le bio-agro-business. Donc nous allons parler quelque part de la jonction avec les zones économiques spéciales, puisque nous avons parlé agroalimentaire, mais nous allons également parler de toutes les filières liées à l'agro-business au cours de la table ronde qui va démarrer tout de suite. Merci, monsieur.